Salut la team, de nombreuses personnes ont été impliquées dans l'histoire de Jeffrey Dahmer, mais la série n'entre pas dans les détails de ce qui leur est arrivé après les événements représentés à l'écran. On en parle dès maintenant dans cette vidéo et n'oubliez pas de liker et de commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 8000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! La série controversée de Ryan Murphy nous raconte une nouvelle fois le cannibale de Milwaukee. Jeffrey Dahmer est un personnage touché par sa frénésie meurtrière. Malgré les critiques, la série est rapidement devenue l'une des séries les plus réussies de Netflix et a été félicitée pour avoir donné une voix aux personnes touchées par Dahmer et mis l'accent sur les échecs systématiques qui ont permis à ces crimes de se poursuivre. En plus de détailler l'enfance de Jeffrey Dahmer, la série se concentre sur les crimes qui ont eu lieu entre 1978 et 1991, au cours desquels il a assassiné, démembré et, dans certains cas, mangé 17 jeunes hommes et garçons, ce qui lui a valu une condamnation en 1992 de 15 condamnations à perpétuité consécutives. La série met en lumière la vie souvent ignorée des victimes du tueur tout en montrant les états mentaux de voisins traumatisés et de membres de la famille inconscients qui ont également été touchés par les crimes de Dahmer. Les derniers épisodes ne plongent pas dans ce qui est arrivé aux personnes impliquées après les événements de la série, mais la vie a continué pour ces vrais survivants, voisins et membres de la famille après que Jeffrey Dahmer soit assassiné en prison en 1994. Les histoires des survivants à la suite des crimes de Dahmer pourraient ne pas être ce à quoi beaucoup s'attendent. Voici ce qui est arrivé aux principaux acteurs impliqués dans l'histoire après les événements décrits dans Monster. Tout au long de la série, une grande attention est accordée au père de Jeffrey Dahmer, Lionel, et à sa belle-mère, Shari. Les crimes de Jeffrey Dahmer ont été un énorme choc pour le couple, bien qu'il soit révélé dans le dernier épisode que Lionel avait exprimé les mêmes fantasmes que son fils, mais sans les actes. Depuis l'arrestation de Jeffrey, Lionel a régulièrement évoqué la vie de son fils, notamment dans ses mémoires de 1994. Lionel a déclaré que sa relation avec son fils s'était renforcée après l'incarcération de celui-ci. Bien qu'il soit apparu dans de nombreuses interviews au fil des ans, plus récemment dans la série de Discovery Jeffrey Dahmer Mind of a Monster, Lionel Dahmer a surtout essayé de rester hors de la vue du public. Lui et Shari utilisent chaque apparition à la télévision pour sensibiliser les autres parents qui pourraient avoir des inquiétudes au sujet de leurs enfants. Les deux sont maintenant octogénaires et toujours mariés, résidant apparemment paisiblement ensemble dans l'Ohio. La star de Scream Queens, Niecy Nash, incarne Glenda Cleveland dans la série, une fusion de la vraie Glenda qui vivait dans un immeuble à proximité et de la vraie voisine de Jeffrey Dahmer, Pamela Bass. Glenda a joué un rôle clé en attirant l'attention sur les échecs des forces de l'ordre à arrêter le tueur en série, en particulier après avoir vu les policiers Joseph Gabrich et John Bazerczak ramener l'une des victimes de Dahmer dans son appartement après avoir appris que le jeune était en fait son copain. Glenda est devenue une militante pour les familles des victimes après l'arrestation, soulignant que si la police avait écouté ses appels, au moins 5 des victimes de Jeffrey Dahmer auraient été épargnées. Dans les années qui ont suivi, elle a essayé de rester à l'écart des projecteurs médiatiques, voulant plutôt revenir à la normale. Même ainsi, elle a été saluée comme une héroïne, recevant des récompenses de groupes de femmes et du service de police de Milwaukee. Elle est restée dans la région pour le reste de sa vie, mourant en 2010 à l'âge de 56 ans. La grand-mère paternelle de Jeffrey Dahmer, Catherine, a joué un rôle énorme et inconscient dans la frénésie criminelle de son petit-fils, puisque sa maison a été le lieu de plusieurs de ses premiers meurtres. Après que Jeffrey ait été renvoyé de l'armée en 1981, Lionel l'a envoyé vivre avec sa grand-mère, espérant qu'elle aurait une influence positive sur lui. Malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu, puisqu'au cours des 9 années où Jeffrey a résidé chez elle, il a tué 3 victimes et en a démembré une 4e. Dans la série, il est suggéré que Catherine se méfiait des activités de son petit-fils dans sa maison. Il n'a jamais été confirmé si elle avait réellement la moindre idée de ce qui se passait, car elle n'a fourni aucun témoignage lors de son procès. Cependant, elle a trouvé le mannequin volé de son petit-fils et a potentiellement sauvé la vie de Ronald Flowers après avoir interrompu la routine habituelle de son petit-fils.
Catherine est décédée le jour de Noël en 1992, la série suggérant qu'elle souffrait de démence depuis quelques années. En plus de la série se concentrant sur les victimes qui n'ont pas survécu, plusieurs ont réussi à se retrouver face à face avec Dahmer et à s'en sortir vivants. Ronald Flowers a été attiré chez la grand-mère de Dahmer dans l'espoir d'obtenir de l'aide pour démarrer sa voiture. La grand-mère de Dahmer a alors interrompu le duo après que Flowers ait été drogué, forçant Dahmer à s'assurer que celui-ci se rende à l'hôpital. Bien qu'il ait parlé à la police, qui a interrogé Dahmer, aucune action n'a été intentée contre le tueur. Bien que les vrais Flowers aient conservé une vie principalement privée après l'incident, il a fait une apparition rare dans Jeffrey Dahmer, Mind of a Monster en 2020, où il a parlé de son expérience avec le tueur en série, expliquant comment il ressentait une pure terreur. Flowers a témoigné contre Dahmer devant le tribunal, déclarant que sans la grand-mère du tueur, il aurait été assassiné. Bien que l'on ne sache pas grand-chose de la vie des Flowers depuis Dahmer, il a révélé qu'il travaillait comme conseiller en santé mentale. La première des victimes potentielles de Jeffrey Dahmer que les téléspectateurs voient était en fait sa dernière, Tracy Edwards. Edwards a joué un rôle clé dans la capture de Dahmer puisqu'il a réussi à s'échapper de l'appartement du tueur et à ramener la police sur les lieux. Là, ils ont trouvé des polaroïds de victimes précédentes, ce qui a conduit à l'arrestation immédiate de Dahmer. Malheureusement, l'histoire d'Edwards est l'une des plus tragiques à la suite des crimes de Dahmer, puisque l'heureux survivant s'est retrouvé plus tard en difficulté avec les forces de l'ordre pour divers crimes, aboutissant à un homicide en 2011. Après l'arrestation de Jeffrey Dahmer, Edwards a été salué comme un héros pour avoir fait tomber le tueur en série. Edwards a témoigné contre Dahmer lors du procès de 1992 où il a expliqué en détail les heures tendues et terrifiantes qu'il a passées dans l'appartement du tueur avant de finalement réussir à s'échapper. Il semble que son expérience avec Dahmer ait fait des ravages, ce qui n'est pas montré dans la série, car il a fini par faire face à des accusations de possession de drogue, de dommages matériels, de vol et de non-paiement de la pension alimentaire pour ses enfants. Il a ensuite été arrêté aux côtés d'un autre homme, soupçonné d'avoir jeté Johnny Jordan d'un pont, passant 1 an et demi en prison et 2 ans de surveillance prolongée. On ne sait pas ce qui est arrivé à Edwards depuis. Alors excusez-moi pour la prononciation, les synthasomphones ont été terrorisés par Jeffrey Dahmer avec un frère, Somsack, alors âgé de 13 ans, drogué et abusé sexuellement en 1988, et un autre, Conérac, 14 ans, victime du tueur en série en 91. La série détaille comment l'application de la loi a échoué ici. Conérac avait été drogué et s'était fait percer un trou dans le crâne avant de réussir à s'échapper pour ensuite être amené à l'appartement de Dahmer par la police. Son frère, Somsack, a réussi à s'échapper de Dahmer 3 ans plus tôt après avoir été attiré dans son appartement sous prétexte d'être payé pour des photos de nu. Le détail de ces actes horribles est l'une des raisons pour laquelle Netflix a reçu un contre-coup pour son tag LGBTQ+. Après l'arrestation de Jeffrey Dahmer, la famille a intenté une action en justice contre la ville de Milwaukee et le département de police, déclarant que la police n'avait pas respecté les droits constitutionnels de Conérac en le ramenant à l'appartement de Dahmer sans confirmer l'identité de Jeffrey, car en vérifiant, ils auraient vu l'agression sur le frère et donc le fait que Dahmer soit un délinquant sexuel. En 1995, la ville a réglé l'affaire, accordant à la famille 850 000 $, bien que les policiers qui ont rendu leur fils à Dahmer n'aient subi aucune répercussion. Somsack a mené une vie très privée depuis ces événements traumatisants, résidant apparemment dans le Wisconsin avec sa femme. La mère de Jeffrey Dahmer, Joyce, a mené une vie trouble après avoir souffert de dépression depuis sa naissance et celle de son jeune frère, David, comme détaillé au début de la série. Après une relation tumultueuse avec Lionel et un divorce désordonné, Joyce a emmené David et a déménagé en Californie, abandonnant presque Jeffrey dans leur maison familiale et créant l'opportunité pour son fils de commettre son premier meurtre, celui de Stephen X, 18 ans, en 1978. Après l'arrestation de Jeffrey en 1991, Joyce a exprimé sa douleur face aux actions de son fils, mais a continué à l'appeler tous les dimanches.
Après le meurtre de son fils en 1994, Joyce a fait plusieurs tentatives pour se suicider. En 1995, elle a combattu Lionel devant le tribunal pour tenter de permettre l'étude du cerveau de Jeffrey, mais après avoir perdu cette bataille, elle est revenue à un semblant de vie normale en travaillant dans un centre communautaire où ses collègues l'ont décrite comme enthousiaste et compatissante. Joyce est décédée d'un cancer du sein à l'âge de 64 ans en 2000. On ne sait pas grand-chose de la vie du frère cadet de Jeffrey, David, bien qu'il ait été rapporté qu'il a changé son nom de famille pour se distancer de son frère et qu'il est censé être marié avec 2 enfants. La série attire beaucoup l'attention sur les forces de l'ordre impliquées dans l'affaire Jeffrey Dahmer, en particulier les officiers Joseph Gabrich et John Balzerzak. Les officiers ont essuyé d'immenses revers après qu'il a été révélé qu'ils avaient autorisé le jeune à retourner dans l'appartement de Dahmer, malgré les inquiétudes des voisins inquiets, dont la fille et la nièce de Glenda Cleveland. Immédiatement après l'arrestation de Dahmer, un enregistrement audio des officiers plaisantant sur cette réunion des amants et faisant des remarques homophobes a fait l'objet de vives critiques, conduisant les 2 officiers à être suspendus puis licenciés. Le juge Robert L. Parins a statué en faveur des officiers lorsqu'ils ont fait appel de leur licenciement, ce qui a conduit à la réintégration des 2 avec un arriéré de salaire de 55 000 $. En 1994. Après les événements décrits dans la sombre série Netflix, Balzerzak a été à la tête de la Milwaukee Police Association de 2005 à 2009, bien que sa position ait été critiquée par les citoyens et les officiers en raison de remarques homophobes continues et d'un style de leadership désagréable. Il a pris sa retraite en 2017. Gabrich a quitté le département de police de Milwaukee peu de temps après sa réintégration, devenant plutôt capitaine du département de police de Grafton. Il est aussi maintenant à la retraite. Christopher Scarver a assassiné à la fois Jeffrey Dahmer et un autre prisonnier, Jesse Anderson, au Columbia Correctional Facility en 1994. 2 ans seulement après l'incarcération de Dahmer. Scarver avait été en prison pour le meurtre de Stephen Lohman, employé du Wisconsin Conservation Corps en 1990. Comme le montre la série, le matin du 28 novembre 1994, Scarver, Dahmer et Anderson exécutaient leurs tâches dans les toilettes du gymnase de la prison, où ils ont été laissés sans surveillance pendant environ 20 minutes. Scarver a battu les 2 hommes avec une barre d'haltères avant de retourner dans sa cellule et d'avouer, recevant 2 autres peines à perpétuité. En 2012, il y avait des rumeurs selon lesquelles Scarver pourrait écrire un livre révélateur sur les meurtres, bien que cela ne se soit pas encore concrétisé. Scarver a fait une interview avec le New York Post en 2015 expliquant pourquoi il avait tué Jeffrey Dahmer. Il a déclaré qu'il avait initialement gardé ses distances avec celui-ci, citant son comportement étrange et son manque de remords. Il a noté qu'il tenait un journal détaillant les crimes de Dahmer et sa répulsion pour les meurtres infâmes l'a amené à frapper Dahmer avec une barre de métal, le tuant finalement. Christopher Scarver purge actuellement 2 peines d'emprisonnement à perpétuité supplémentaires à la suite des événements décrits. Il purge actuellement sa peine dans un établissement correctionnel du Colorado. Parallèlement à son interview notable avec le New York Post, Scarver a commencé à écrire et à publier des œuvres de poésie en prison. Il a également un fils de 27 ans qui est né après sa condamnation initiale. Les 2 ont depuis formé une connexion, partageant des lettres dans les 2 sens. Malgré tout, Monster est un énorme succès pour Netflix, malgré toutes les réactions négatives et les controverses. La popularité de l'émission conduira, malheureusement et sans aucun doute, à d'autres adaptations dans la même veine. Malgré une multitude de contenus Dahmer disponibles, la vision unique et vivante de Murphy sur le règne de terreur du tueur a touché un large public, captivé par les événements sombres survenus il y a déjà plus de 30 ans. Voilà, la vidéo est assez longue, mais je pense avoir bien résumé tout ce qui s'est passé suite au meurtre de Jeffrey Dahmer. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu, et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner. Merci, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.